Bonsoir spectateurs artésiens chéris, bienvenue dans 28 minutes, merci de votre fidélité et bonsoir mes camarades. Bonsoir Elisabeth. L'actualité française, c'est l'annonce imminente par Emmanuel Macron du rétablissement du service militaire sous la forme d'un service national volontaire ouvert aux filles et aux garçons dans un contexte de montée des menaces de conflits terrestres ou hybrides avec la Russie. Il y a pour tout soldat de la nation un pacte. Et le soldat qui s'engage fait sacrifice, mais après, il ne faut pas expliquer à tous les Français qu'on va les sacrifier, ça n'a aucun sens. Préparer la nation et réarmer ses forces morales, entre guillemets, cela passe-t-il par ce service national? Au fait, qu'en pensent les Français, les jeunes et les moins jeunes? Vivions-nous depuis 80 ans dans l'illusion de la fin de l'histoire ou de la fin de la guerre? On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et direction la Belgique, Elisabeth, oui, grève massive en Belgique nationale, interprofessionnelle contre les mesures de rigueur du gouvernement. Et c'est l'occasion de rappeler l'histoire intime qui unit les Belges et les mouvements sociaux d'ampleur. Et vous, Marie, on part où? En Asie. Oui. En ce moment, les Taïwanais se gavent ostensiblement de sushis pour montrer leur soutien à leur allié japonais contre la Chine. J'ai appelé ça la diplomatie du poisson cru. Ça va faire école, la diplomatie du sushi, quoi. À tout à l'heure. Et pour commencer, après Uburois d'une certaine façon, la France n'a en effet toujours pas de budget pour 2026, puisque tous les députés, y compris ceux de la majorité présidentielle, sauf un seul, ont rejeté le projet de loi de finances samedi dernier à l'Assemblée. Pour analyser cette situation complètement dingue, inédite, et les options qui restent au troisième Premier ministre nommé depuis la dissolution de 2024, on reçoit un pédagogue et brillant constitutionnaliste, Benjamin Morel. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Et je vais tout de suite m'auto-flageller parce que finalement, j'ai dit une bêtise. On n'en est pas au troisième Premier ministre depuis la dissolution. Techniquement, on en est au quatrième gouvernement. Alors, le Premier ministre, c'est le même que celui Sébastien qui a duré Lecornu. 14 heures, mais malgré tout, c'est un Lecornu 2. Donc, du point de vue stricto sensu juridique, c'est un nouveau gouvernement par rapport à celui qui a été le plus court, toute République confondue. Vous bichez les constitutionnalistes. On a besoin de vous maintenant pour tout comprendre. Hein? Force est de constater que les Français apprennent beaucoup d'articles de la Constitution que même nous, on connaissait très peu, parce qu'on va peut-être parler, par exemple, des ordonnances budgétaires. Elles n'ont jamais été utilisées. Donc, même dans nos cours, on ne les traitait pas vraiment ou de manière très superficielle, considérant que c'était assez anecdotique. On va d'abord commencer par votre profil idéal, si vous voulez bien, maître, et ensuite on y viendra. Profil idéal réalisé par Gaël Legras. Benjamin Morel, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public. En paraphrasant le titre d'un film sorti en 1996, on pourrait affirmer que la question qui se pose aujourd'hui n'est pas y aura-t-il de la neige à Noël, mais y aura-t-il un budget à Noël? Pour prévoir l'évolution du climat parlementaire des prochaines semaines, vous avez le profil idéal. Lors de son discours de politique générale du 14 octobre dernier, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait confirmé qu'il renoncerait au 49.3 et il avait martelé sa promesse en utilisant 7 fois la même formule. Ce que je vous propose, c'est de trouver un chemin commun malgré les divergences. Le gouvernement proposera, nous débattrons, vous voterez. Le gouvernement a proposé, les députés ont débattu pendant 125 heures, ils ont amendé le projet de loi de finances et dans la nuit de vendredi à samedi dernier, ils ont en effet voté. Pour 1, contre 404. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Alors, après ce triomphe historique, que peut-il se passer? Tout d'abord, la version originelle du texte est actuellement discutée au Sénat, là où la majorité de droite et du centre compte bien imposer sa loi, comme le déplore le président du groupe socialiste, Patrick Kanner. Quand on dit on va karchériser le travail de l'Assemblée nationale, on va mettre fin à l'hystérie fiscale, c'est le président Larcher lui-même qui a prononcé ces mots très durs. Je considère qu'on n'est pas dans une relation normale entre l'Assemblée et le Sénat. Selon vous, Benjamin Morel, la situation qui en découlera est claire. Les sénateurs vont adopter une version très à droite, inadoptable par l'Assemblée nationale et on n'aura jamais un budget à temps. Restent 3 options pour sortir de l'ornière. 1. Les ordonnances. Le gouvernement adopte le budget sans passer par la procédure législative, mais il risque une motion de censure. 2. Les lois spéciales qui autorisent l'État à lever l'impôt et à emprunter sur la base du budget de l'année précédente. Des rustines temporaires donc. Et enfin, le 49.3 à propos duquel vous déclarez « Bien utilisé, il peut permettre de trouver un modus vivendi acceptable et moins coûteux pour tout le monde. » Bref, retour à la case départ et pour reprendre le titre d'un autre film datant lui de 1993, tout ça,
pour ça. Excellent. Benjamin Morel, revenons quand même sur ce vote incroyable. Il y a quelqu'un qui a connu son quart d'heure warolien, c'est le député qui a voté pour. Oui. Député d'Eure-et-Loire, on connaît son nom maintenant, il s'appelle Harold Huvar. Ils ont tous voté contre, y compris les députés de la majorité présidentielle. Comment vous comprenez ça ? Tout bêtement, parce que la méthode que l'on a utilisée là pour tenter de faire passer ce budget, c'est une méthode qui ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, il y a une reparlementarisation du régime. C'est pas vrai. Un régime parlementaire classique, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça en Allemagne, en Italie, partout. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vous formez une majorité, vous consolidez votre majorité, et dans votre majorité, il y a un élément qui est non négociable. Tous les gens qui sont dans la majorité votent le budget. Il n'y a personne qui prend un budget, qui l'envoie dans le Parlement et qui dit « vous l'amenderez comme vous voudrez et à la fin, vous vous mettrez d'accord pour voter ce texte ». Ça ne peut pas réellement fonctionner, en tout cas pas depuis le 19e siècle. Et donc dans ce cadre-là, ce qui s'est produit là, c'est peu ou prou d'ailleurs ce qui s'est produit l'année dernière également. Et donc il va falloir changer de méthode ou en tout cas trouver une autre voie. Enfin, il y a quand même une issue, vous en parliez tout à l'heure, c'est les ordonnances. En fait, la Constitution a tout prévu. On peut avoir un budget avec des ordonnances. Quel est le problème ? Alors, on peut avoir un budget par voie d'ordonnance. Alors, un peu d'historique, on ne les a jamais utilisées, les ordonnances de l'article 47. C'est quelque chose qui nous vient du droit allemand, de la Constitution bismarckienne et de la Constitution de Weimar. À l'époque, le premier qui les utilise, c'est Otto von Bismarck. Et il explique, grosso modo, à l'époque, au Reichstag, le Parlement allemand, que l'Empire allemand n'est quand même pas tout à fait une démocratie. Les ordonnances, c'est très fort. Quand on entend ordonnance, on pense à François Mitterrand, la querelle des ordonnances. C'est pas du tout la même disposition. Ça, c'est les ordonnances de l'article 38 de la Constitution. Là, on parle des ordonnances de l'article 47 notez, de la les Constitution. étudiants, notez. Exactement. Ouais. Or, il faut bien comprendre que le régime parlementaire en France, depuis 1816, il a été fondé sur quoi ? Sur le fait que les députés votaient ou ne votaient pas le budget. Ce serait la première fois qu'on a un Parlement qui ne se prononcerait pas sur un budget. C'est constitutionnellement possible, même si on pourrait revenir, on ne sait pas exactement ce qu'on peut mettre dans les ordonnances. Néanmoins, démocratiquement, ça aurait un vrai coût. D'abord parce qu'on ouvrirait une fenêtre d'Overton, parce que si on n'a pas de budget cette année, on n'en aura pas l'année prochaine, à quelques mois d'une présidentielle. Et ensuite, parce que derrière, on pourrait s'habituer chaque année à ne plus avoir de Parlement qui vote un budget. Et ça, c'est quand même le fondement du contrôle parlementaire. Et les lois démocratique. spéciales ? Les lois spéciales. Expliquez encore aux étudiants qui nous écoutent et qui nous regardent ce que c'est que les lois spéciales. Mais les Français les connaissent, on les a eues l'année dernière. Ouais. L'année dernière, souvenez-vous, Michel Barnier tombe au mois de décembre, c'est un peu embêtant, et donc on vote ces lois spéciales qui en fait n'autorisent que deux choses. Prélever les impôts sur la base de l'année précédente et emprunter sur les marchés. Il n'y a pas de shutdown en France. Justement, ça c'est le spectre auquel tout le monde pense par rapport aux États-Unis. Ce qui se passe, les fonctionnaires pas payés, ça n'existe pas. Non, on doit toujours, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit payer les fonctionnaires. Les cartes vitales fonctionneront toujours, il n'y a pas de problème. Mais derrière, si vous exécutez les dépenses, sur la base de l'année dernière, ce qu'on appelle les crédits votés, il faut quand même avoir des recettes à mettre en face. Et ça, c'est le premier problème. Ensuite, les lois spéciales, elles ont deux problèmes fondamentaux. Premièrement, tout ce qui est réindexation des impôts, on oublie. Donc, par exemple, le barème sur l'impôt sur le revenu. Deuxième élément, les dépenses, c'est uniquement les dépenses qui sont les dépenses, on va dire, de fonctionnement global de l'État. Par exemple, vous pouvez payer vos militaires, c'est heureux, mais vous ne pouvez pas leur acheter de nouveaux avions. Et donc, ça fait peut-être le pont avec un débat que vous aurez un peu plus tard. Et dans ce cadre-là, vous comprenez bien que vous avez des politiques publiques qui sont un peu à l'arrêt. Puis derrière les avions, il y a qui ? Il y a des entreprises. Ces entreprises, elles ne peuvent pas avoir de commande publique. Elles ont des sous-traitants. Et donc, c'est l'ensemble de votre modèle économique qui est fragilisé. Et donc, si ça dure 2 mois, ça va. Si ça dure plus, c'est embêtant. Donc, ça n'exclut pas de voter un budget. Simplement, ça reporte l'échéance. Benjamin Morel, il y a un pays où ça n'est pas un problème, on va l'évoquer avec vous et avec Anna Ndiaye, l'Espagne. Il n'y a pas de budget et pourtant la croissance est florissante ou presque. Ouais. 3 ans que nos voisins espagnols n'arrivent pas à se mettre d'accord pour voter un budget. Le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez peine à réunir des alliés puisqu'il n'a pas de majorité au Parlement. Une situation qui est quand même assez similaire à la nôtre. Et donc, depuis 2023, le budget est reconduit, comme vous venez de l'expliquer, à l'identique. Les retraites et salaires des fonctionnaires sont versés, les dépenses gelées. Alors, on pourrait croire que ça allait paralyser le pays, mais en fait, pas du tout. L'économie espagnole est aujourd'hui la plus dynamique de toute la zone euro, avec une croissance insolente. En 2025, elle devait frôler les 3% du PIB, bien loin devant la nôtre, qui est quasiment au point mort. Et en plus, l'Espagne réduit son déficit public plus vite que prévu. En 2026, il devrait d'ailleurs être inférieur à celui de la très bonne élève, l'Allemagne. Et ça, c'est du jamais vu en 20 ans. Alors visiblement, ça ne semble pas si grave si cette année, on n'arrive pas à voter un budget.
Alors, les dispositions ne sont pas tout à fait les mêmes en Espagne et en France, notamment sur ce que vous pouvez faire, en effet, lorsque vous n'avez pas de budget voté. Par ailleurs, il n'est pas certain qu'on arrive à réduire les déficits, notamment les déficits sociaux. Eh bien, à ce moment-là, il y a également des dépenses qui, naturellement, vont croître. Donc, ce n'est pas forcément une bonne opération. On a une croissance qui est très faible. On a une croissance qui est très faible. Et puis, par ailleurs, encore une fois, on ne peut pas réajuster certaines choses. Donc, on va avoir quand même, à terme, besoin d'un budget. Et on parlait de l'année dernière. La différence avec l'année dernière, c'est que l'année dernière, on avait deux choses qui étaient différentes. C'est que, on n'avait pas d'élection municipale. Et ça, alors évidemment, qu'elles arrivent en mars. Elles arrivent en mars, et donc vous avez des partis politiques tendus. C'est-à-dire que se mettre d'accord sur un budget en décembre, c'est une chose, se mettre d'accord en pleine élection municipale, parce qu'ils sont en campagne. Ils sont en campagne. Et ensuite, l'année dernière, on va peut-être y revenir aussi, on avait un instrument qu'on aime détester, mais qui n'est pas si inutile, qui s'appelle le 49 alinéa 3. Non, justement, mais est-ce que c'était vraiment une erreur de s'en priver? Ça paraît plutôt démocratique de la part d'un gouvernement de se dire « je ne veux pas aller aussi loin ». Et je laisse la main aux parlementaires. Vous savez, le 49 alinéa 3, c'est pas une invention de De Gaulle et de Debré, les deux papas de la Constitution. C'est une invention de Pierre Pflimlin et Guy Mollet, ces deux anciens présidents du Conseil de la 4ème République qui s'étaient posé la question, mais de quoi est-ce qu'on aurait eu besoin pour que la 4ème République tienne? Quand vous avez des gouvernements minoritaires, tenir, notamment sur un budget, est très compliqué. Et celui qui s'en servait assez bien, il s'appelait Michel Rocard. Michel Rocard avait une minorité. Mais cette minorité, pour arriver quand même à faire passer les budgets, il avait deux groupes qui pouvaient ne pas le censurer sur un 49 alinéa 3. Vous connaissez la procédure, j'ai un texte et je dis aux parlementaires, soit vous prenez mon texte, soit vous me censurez. Michel Rocard donnait des amendements aux communistes à l'époque, il tenait par les communistes ou par les centristes, et in fine, la plupart des 49 alinéa 3 qu'utilisait Michel Rocard ne donnaient même pas vraiment lieu à une motion de censure parce qu'on s'était mis d'accord en amont. Donc quand les députés ululent en disant c'est un délit de démocratie, on passe par-dessus nous, ils ont tort? Disons que à l'époque, notamment d'Elisabeth Borne, on a fait un usage extrêmement important, parfois un peu détourné, notamment sur la réforme des retraites, du 49 alinéa 3. Mais ce n'est pas parce que l'usage a été abusif que le dispositif est n'est pas bon. Et si on revient aux ordonnances, la différence entre un 49 alinéa 3 et des ordonnances, aujourd'hui, si on devait les utiliser, c'est qu'avec un 49 alinéa 3, au moins, il y a un vote. Donc les ordonnances sont beaucoup, beaucoup moins démocratiques qu'un 49 alinéa 3. Vous pensez qu'il y a une dissolution en vue, pour terminer? Objectivement, personne n'y a intérêt. Si on prend les cartes électorales aujourd'hui, une dissolution, ça finit de deux façons. Soit vous n'avez pas de majorité du tout, voire même en pire, parce que vous aurez plus de RN et donc encore moins d'espace pour construire des budgets, ou bien vous avez une majorité pour le Rassemblement national, c'est moins probable, mais c'est possible. Donc pour Emmanuel Macron, qui in fine est le seul qui peut appuyer sur le bouton dissolution, ça finit soit en pression via une instabilité sur peut-être une démission, avec un élargissement en matière de la fenêtre d'Overton, soit sur une cohabitation. Donc on peut parier que l'intérêt des acteurs ne va pas dans ce sens-là. Après, je dois, à l'honnêteté, de vous dire que je n'avais pas prévu la dernière. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas aller vous entendre, à Paris 2, renseignez-vous sur la fameuse fenêtre d'Overton. Vous l'avez évoquée 2 fois, Benjamin Morel. Et je renvoie à votre ouvrage « Le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme » qui est paru en février de cette année aux éditions Passé Composé. Merci infiniment. C'était lumineux et limpide. Et on passe à notre débat, donc le fameux débat sur le retour du service militaire en France, 28 ans après sa suppression par Jacques Chirac, et au vu des menaces russes qui planent sur l'Europe, guerre terrestre et guerres hybrides. Emmanuel Macron envisage un service militaire volontaire rémunéré qui durerait 10 mois. Les jeunes Français seront-ils motivés? Et au-delà du service militaire, l'idée de la guerre à nos portes, de l'engagement, du patriotisme, du sacrifice fracture la société. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le président Macron a-t-il décidé de remonter le temps? Treillis, Rangers et garde à vous, il devrait annoncer demain l'instauration d'une nouvelle forme de service militaire sur la base du volontariat. Le service, dans sa version obligatoire, avait été abandonné en 1997. Jacques Chirac l'avait supprimé car trop cher et dépassé. Le service militaire a été créé en 1905, à une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, si j'ose dire, face à un danger extérieur. Cette époque est complètement révolue. Sauf qu'aujourd'hui, la France veut bomber le torse face à la Russie de Vladimir Poutine. On est face à un monde géopolitique complètement bouleversé. On a un vrai risque aux portes de l'Europe avec la Russie qui envahit l'Ukraine. Il faut qu'on soit fort. Fort, dissuasif, mais aussi prêt à une possible guerre, selon les mots la semaine dernière du chef d'état-major des armées. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses,
Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Cette déclaration a ouvert une vaste polémique. Le RN, LFI ou encore le communiste Fabien Roussel ont dénoncé le discours va-t-en-guerre d'un pouvoir prêt à sacrifier ses enfants. Nous voulons perdre aucun de nos enfants, ni ici, ni à l'étranger. Emmanuel Macron a pris la parole pour essayer d'apaiser la controverse. Je pense qu'il faut vraiment supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. C'est pas du tout le sens de cette affaire. Alors, au moment où Donald Trump tente d'accélérer les difficiles négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, sur la base d'un accord dicté par Moscou, la France compte-t-elle utiliser le retour du service militaire comme une arme de dissuasion? Face au risque de conflit, à quel sacrifice les Français sont-ils prêts? Nos 3 invités pour ce débat, Nicolas Offenstadt, bonsoir. Vous êtes historien et professeur à l'université Paris 1. Je signale votre dernier essai, Le pays disparu, sur les traces de la RDA. Et à propos du sujet qui nous concerne, le service militaire peut fonctionner selon vous comme une forme de mobilisation patriotique. La question est de savoir quelle serait son utilité à l'heure des armées ultramodernes, alors que le rapport au sacrifice a profondément changé en un siècle, en à peine un siècle. À côté de vous, Général Dominique Trinquant, bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Votre dernier ouvrage, D'un monde à l'autre. Selon vous, il ne s'agit pas d'appeler au sacrifice, il s'agit d'un engagement, au sens fort du terme. Les Français y sont prêts, selon vous. Ce qu'il faut réveiller désormais, c'est ce que l'on appelle les forces morales. Et à côté de vous, Alexandra Saviana, bonsoir. Vous êtes reporter, grand reporter à l'Express. Votre dernier ouvrage, Les scénarios noirs de l'armée française, chez Robert Laffont. Selon vous, recruter de nouveaux soldats avec de nombreux réservistes permet de montrer à un adversaire éventuel eh bien, que l'on est capable de riposter en cas d'attaque. C'est un élément de dissuasion. Et on va démarrer avec le site du jour. Le site internet du jour, hein, regardez, c'est celui du gouvernement sur le service militaire volontaire, le smv.gouv.fr. 7 centres, 10 000 jeunes formés, dont un quart de femmes. Alors quand on a vu ça, Alexandra Saviana, on s'est dit, en fait, ça existe déjà, le service militaire volontaire. Oui, que le président s'apprête à annoncer. D'ailleurs, certains médias commencent à parler de nouveaux services militaires volontaires. En fait, ce site dont vous parlez, ça a été créé en 2015, lancé sous François Hollande. C'est quelque chose qui a une vocation plus d'insertion sociale. C'est les militaires qui encadrent, qui aident des jeunes à s'insérer et à avoir ensuite une vocation professionnalisante. Et ça existe aussi sous une autre forme depuis 1961, donc bien plus longtemps, en Outre-mer, avec là aussi la vocation sociale et les armées qui accompagnent la jeunesse. Alors, Général Trinquant, sur les effectifs, on n'a vraiment pas assez de militaires aujourd'hui actifs, de réservistes? Aujourd'hui, les armées françaises arrivent à recruter le nombre de soldats dont ils ont besoin. 200 000 militaires aujourd'hui. Demain, après-demain, si je prends 2035, la démographie française fait qu'on n'a plus le socle sur lequel recruter. Donc on doit préparer cette baisse des effectifs prévisible pour arriver à avoir un meilleur recrutement beaucoup plus fluide. Le deuxième sujet, bien sûr, c'est qu'on avait un essai qui était le SNU depuis 10 ans à peu près. Service national universel. Un service national universel dont l'objet n'était pas de faire des soldats, mais plus des citoyens, que ça a été donné à cheval entre l'éducation nationale et la défense. L'interministériel, ça ne marche pas. Et donc, quand on ne sait pas comment faire, on le donne à l'armée et ça marche. Et donc, ça va être un projet qui a été travaillé avec les militaires, avec l'état-major des armées, et donc qui va prendre ça en main et faire en sorte que ça fonctionne. Et faire en sorte de compenser cette suppression du service militaire par Jacques Chirac il y a 28 ans, Nicolas Offenstadt. Jacques Chirac pensait que plus jamais de guerre, plus jamais de conflit, c'était la fin de l'histoire. On était dans cette disposition d'esprit. Ça a été une erreur, une énorme bourde, selon vous? Non, parce que, vous savez, l'histoire n'est jamais donnée d'avance. Donc, tous les acteurs politiques agissent et décident en fonction des données du moment. Comment imaginer la configuration qu'on a aujourd'hui il y a 20 ou 30 ans. Donc, il n'y a pas de raison de projeter aujourd'hui sur hier. Vous savez, l'histoire, on le sait toujours, elle n'est jamais donnée d'avance. Il faut toujours voir ce qu'on appelle l'appel des possibles. Ce qui est possible à un moment donné ne sera pas forcément ce qui arrive. Donc, il n'y a pas de raison de juger ça rétrospectivement comme ça. Mais c'est vrai que c'est fascinant comme la conjoncture a changé. Elle avait déjà changé un petit peu avec le retour de la guerre dans l'ex-Yougoslavie. On avait déjà eu à ce moment-là l'idée de se demander, dans le fond, la guerre était aux portes
de l'Europe occidentale. C'était des pays, évidemment, avec lesquels il y avait beaucoup de liens. Donc cette idée du retour de la guerre, elle n'est pas neuve. Ceci dit, je ferai juste une courte remarque sur cette question, c'est qu'il y a quand même un élément qui a encore plus changé qu'à l'époque de Jacques Chirac, c'est quand même la dimension européenne. Ouais. Donc il ne faudrait pas faire attention à faire démarrer le débat uniquement dans une arène française, parce que ça n'a pas de sens aujourd'hui de penser uniquement l'armée, la mobilisation en dehors de l'Europe. Oui, sauf que les armées européennes sont nationales et sont extrêmement différentes les unes des autres. Je vous donnerai simplement un exemple. On parle de ce service-là en France. L'Allemagne, elle, n'arrive pas à recruter ses soldats. Et comme elle n'arrive pas à recruter ses soldats, elle voulait mettre en œuvre, le chancelier Merkel voulait mettre en œuvre un service militaire obligatoire. Et la coalition ne l'accepte pas. Et donc, ils sont obligés de recruter très très cher, 2600 € par mois, ici, pour inciter 1000, les gens à rejoindre. Sa coalition politique, celle de Merz n'en veut pas. Oui, bien sûr, la coalition politique n'en veut pas. Donc, si vous voulez, chaque pays réagit différemment. Vous avez les pays scandinaves, eux, il y en a qui ont carrément remis le service militaire sur la table. Donc, chaque pays a des fils historiques qui ne sont pas similaires. Oui, mais il faut faire attention, les militaires dans les démocraties sont soumis à la décision politique. Or, la question de la guerre ou de la violence, elle sera politique par rapport... On voit bien que c'est un enjeu politique. Donc, en ce sens, on est bien obligé de penser Europe si on pense défense par rapport aux menaces. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna les jeunes français. Donc, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Il y a eu un sondage. Visiblement, ils sont prêts à faire la guerre. 7 jeunes hommes sur 10 de 18 à 25 ans se disent, on va le voir ici, prêts à s'engager dans l'armée en cas de guerre en France. Et chez les filles, c'est un peu moins d'1 sur 2. Ça, ce sont les chiffres de l'étude sur les jeunes et la guerre du Cevipof. Mais attention, je précise quand même que ces chiffres datent de 2024. Mais on apprend aussi, plus surprenant, que 60% des 16-18 ans sont même prêts à sacrifier leur vie pour leur pays. Alexandra Sciaviena, comment vous expliquez cet élan patriotique chez les jeunes, alors que paradoxalement, le reste de la société semble plutôt avoir peur d'envoyer ses enfants au front ? Alors, je pense qu'il y a une acculturation de la société. On citait des chiffres, je vais quand même citer le dernier sondage qui est sorti, qui disait que plus de 80%, 86% des Français étaient pour un service militaire. Et chez les jeunes, le chiffre était à plus de 70% aussi. Donc, il y a un vrai appétit, manifestement, pour ça, d'après ce sondage en tout cas. Pour ce qui est de l'évolution, justement, des jeunes, je pense que ça, c'est le fruit d'une acculturation, tout simplement, de la société aux faits militaires, au risque de la guerre. On voit que l'exécutif, notamment les médias, mais surtout l'exécutif fait un effort assez conséquent depuis ces dernières années pour communiquer sur le risque qui est à nos portes. On pense notamment à la conférence de presse du général Burkhardt cet été qui désignait la France comme l'une des principales cibles de la Russie, si ce n'est la principale cible en Europe. Et on pense encore à la dernière sortie que vous avez évoquée, polémique donc du général Mandon devant le Congrès des maires la semaine dernière. Général Trinquant ? Oui, moi j'étais hier dans un lycée avec des jeunes de première et de terminale, et je suis frappé de leur engagement. Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Comment ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils me disaient, d'abord très très intéressés par tous ces sujets géopolitiques, vraiment très connectés aux sujets géopolitiques, et quand vous discutez un petit peu, l'engagement, ça reflète exactement les sondages qu'il y a eu là. C'est-à-dire, si c'est notre tour, c'est notre tour. Vous diriez que c'est une on quête doit de défendre, quête on doit de défendre notre pays et ce qu'il représente au sein de l'Europe. Et donc, vraiment, pas de retrait par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est un peu le fait d'une génération plus âgée, vous savez, qui a peur pour ses enfants. Mais eux, les enfants, n'ont pas peur pour eux. Vous voyez, c'est comme ça que je vois les choses. Nicolas Fenstadt. Oui, je serais un peu réservé sur ce type de sondage, parce que qu'est-ce qu'on se représente quand on dit qu'on veut bien faire la guerre, qu'on accepte la guerre ? Quelle image on a derrière ? Vous savez, en 1914, il y a beaucoup de soldats qui disaient on va y aller, on sera à Berlin très rapidement. Et il y en a un soldat dans les tranchées qui a dit l'Alsace-Lorraine, au début, ça me motivait beaucoup, mais après quelques mois dans les tranchées, j'avoue que c'est un but qui est devenu très lointain. Donc, entre la guerre réelle, ce à quoi peuvent être confrontés les jeunes et ce qui se représente, il y a quand même une marge. Les sondages Pourtant, ils voient ce qui se passe en Ukraine. J'allais vous dire, ils voient que cette guerre sur le terrain, c'est une guerre. C'est exact, mais ils peuvent aussi se représenter. D'ailleurs, il faudrait se demander ce que serait une guerre aujourd'hui, parce que d'abord, est-ce qu'elle n'est pas déjà sous une forme ou sous une autre engagée, cette guerre, avec tout un ensemble de technologies, d'invasions sous différentes formes. Guerre hybride. Une guerre hybride, on y reviendra. Donc la question, c'est à quoi on répond quand on s'imagine la guerre. Je crois qu'il faut faire attention. Au corps à corps, peut-être, quand même, non ? Oui, ou peut-être
une guerre technologique. Et je pense que ce qui est important aussi, il ne faut pas prendre les sondages au pied de la lettre, surtout quand ils sont aussi simples. Parce que dans le fond, ce qu'il faudrait, c'est discuter qu'est-ce que ces jeunes se représentent de la guerre, quelle guerre ils auraient envie de mener. C'est pas si simple que ça. En fait, je pense qu'il y a deux éléments. Il y a le côté, vraiment, les médias ont permis de parler de la guerre, de parler de la menace et ont sensibilisé au même titre que le pouvoir sur le danger qui est proche et qui est tangible. Et il y a aussi la question de l'imaginaire, effectivement. Là où je vous rejoins, c'est que l'armée n'a jamais n'a jamais autant eu la cote que depuis que la conscription a été supprimée. C'est vrai, je le reconnais. Et on voit effectivement que l'armée a retrouvé de sa superbe depuis la fin de l'antimilitarisme et depuis les désastres de la guerre d'Algérie, notamment, qui avaient vraiment écorné son image. Donc on peut penser aussi que ce retour en grâce du militaire, c'est lié à une amélioration de la communication, de l'image des armées, et des armées qui ont évolué, tout simplement. Eh bien, attendez, avant que vous réagissiez, on va vous soumettre une archive, parce que justement, on est dans les années 70, on est en 77, on est pile dans tous ces moments, peace and love, pacifisme, protestation contre la guerre du Vietnam. L'heure n'était pas du tout à l'engagement militaire. Et regardez cet échange sur le plateau d'Apostrophe de Bernard Pivot entre le dessinateur Cabu et l'écrivain Jean Dutour. Mais vous ne croyez pas que les hommes aiment la guerre, non ? Les imbéciles aiment la guerre. Non, les hommes, les non. imbéciles, ça veut dire. Écoutez, croyez pas qu'est-ce que c'est la ça guerre ? Parce que vous voyez la guerre comme au Technicolor, au cinéma américain, mais la guerre, c'est vraiment la boule, les tripes à l'air et tout ça. On peut pas aimer. On peut pas. Même quand on est punk, moi je on vous n'est demande pas. simplement ça. Vous croyez pas que les hommes aiment la guerre ? Non. Non, vous croyez pas. Non, parce que vous là, pensez qu'ils sont assez bêtes. Parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie quotidienne pour aimer la guerre. La guerre, c'est la fuite des grandes vacances. Mais je ne crois pas, il y a quelque chose de mieux à faire. Feu Cabu. Général Trinquant, quand vous entendez cela, vous dites voilà, c'est la fin de l'antimilitarisme, de l'idéalisme même, vous diriez ? Non, je dis c'est n'importe quoi, pardonnez-moi. J'étais lieutenant à cette époque-là. J'avais des soldats sous mes ordres qui m'écrivent encore aujourd'hui et qui, à l'époque, déjà disaient nous, on est là pour défendre notre pays. Pourquoi je dis c'est n'importe quoi ? Est-ce que vous croyez que les militaires aiment la guerre ? Mais les militaires sont les premiers à détester la guerre. On sait ce que c'est. On sait, on a vu des soldats blessés à côté de soi, tués devant soi. Mon père a été tué en Algérie, je suis pupille de la nation. Vous croyez que j'aime la guerre ? Non, la question n'est pas là. La question est, est-ce qu'on doit s'engager pour défendre son pays ? Et moi, quand je vois ces sondages, pardonnez-moi, on peut dire, pas bien, etc., etc. Ben, ils sont là. Et moi, les jeunes que je rencontre, je les sens engagés. Alors 57%, ça ne fait pas 100%, c'est sûr, mais c'est déjà énorme. Énorme. S'engager jusqu'au sacrifice. Le contraire du pacifisme, en somme. Oui, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Je pense que vous avez raison de dire que l'image et la fonction de l'armée ont changé. Il y a plusieurs éléments. La fin de la conscription, parce que l'armée, quand il y avait une armée de conscription, c'était aussi des choses qui gênaient le parcours de jeunes hommes. C'était des officiers qu'on jugeait parfois régressifs. Il y avait donc tout un rapport très différent. Donc effectivement, la fin de la conscription, c'est un élément important. Il y a, je crois, un autre élément aussi important, c'est évidemment la lutte contre le terrorisme. Parce que, évidemment, l'armée a là une fonction, on pourrait dire civique, sociale, qui est beaucoup plus, qui paraît manifeste à tous. Et donc, évidemment, il y a un changement aussi dans ce qu'elle représente plus, évidemment, une armée répressive, une armée défense. Elle est dans nos rues, elle est dans les rues de Paris. Elle est dans les rues, elle est beaucoup plus protectrice. Donc c'est vrai que le sens de l'engagement est très différent de ce que ça pouvait être à l'époque de l'antimilitarisme le plus actif, on pourrait dire effectivement dans les années 70 ou encore 80. Le plus visible. Mais en même temps, Alexandra Savina, pendant des années, on nous a dit que c'était une affaire de professionnels. Et aujourd'hui, tout d'un coup, on nous dit, voilà, les jeunes peuvent s'engager, ils peuvent être utiles. Il y a de quoi être déboussolé. Mais en même temps, c'est parce que les conditions ont changé. Tout simplement, quand Jacques Chirac met fin à la conscription en 1996, il a deux idées en tête. Il y en a une qui est interne, qui est que la conscription n'est plus le creuset républicain qu'on avait jusque-là, dans la mesure où elle est assez inégalitaire. Il y a une partie de l'élite qui échappe en allant... non pas faire son service militaire dans la boue, mais plutôt à l'arrière, côté civil. Et ensuite, il y a la vision de l'extérieur, c'est-à-dire ce qui se passe. Jacques Chirac voit l'armée comme une armée projetée, une armée qui va faire des opérations sur des théâtres lointains et qui donc, du coup, ne nécessite pas d'avoir une masse aussi importante que celle qu'elle avait jusqu'à présent. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, le théâtre a changé, l'adversaire aussi a changé. Et si jamais on se retrouve dans une confrontation possible, éventuelle, avec la Russie, ce qui comptera, c'est
la masse. L'effet masse, pour dissuader. Mais en même temps, à ce moment-là, Général Trinquant, il faut qu'il soit obligatoire si on veut faire masse. Non mais attendez, de quel chiffre on parle? Le service que le président va présenter demain, ça va permettre d'avoir pendant 10 mois à peu près, de 5 000 à 50 000. L'armée française aujourd'hui, c'est 200 000 hommes. Là, une classe d'âge, c'est 700 000 à 800 000 justement, hommes. est-ce que pour vous, donc ce sont des chiffres aller plus très loin petits. Mais Général Trinquant, est-ce qu'il faudrait aller plus loin? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller au-delà et aller vers l'obligatoire? Certains disent, alors, puisque c'est le cas. Benjamin, tout à l'heure, vous a parlé du budget. Hein, Benjamin Morel, le constitutionnaliste. Vous a parlé du budget. Parlons-en. Équiper, il est censé augmenter de 13%. Entraîner, nourrir, loger 700 000 jeunes. 3 fois l'effectif de l'armée de terre, des armées aujourd'hui. Vous croyez qu'on est capable de faire ça? On ne sait pas le faire. Vous voulez réagir? Oui, ce que je pense aussi, c'est que cet engagement, c'est pour quoi faire? C'est-à-dire que si c'est juste de la mobilisation patriotique pour faire quelques entraînements de gymnastique, c'est très bien, mais ça ne mène pas très loin. La question, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une très grande technicité, vous en parleriez mieux que moi, des armées, on le voit bien, y compris en Ukraine. Ça se joue aussi beaucoup sur des questions technologiques. On le voit, le drone, l'informatique, l'Internet. Donc toutes ces questions-là sont très différentes d'une mobilisation de masse patriotique. Donc il faut faire attention. Est-ce que c'est véritablement un discours politique ou est-ce que ça aura une fonctionnalité militaire? Et par ailleurs, pour ce qui est de l'affrontement avec la Russie, d'une certaine manière, il est déjà là. Donc, en ce sens, on n'est pas en train de se projeter. Un collègue historien allemand disait la guerre, on est déjà en guerre avec la Russie. Et donc du coup, ça se pose quand même, ça pose donc doublement différemment. D'une part, comment ça se joue, je me répète, mais c'est important au niveau européen, c'est-à-dire faire des mobilisations citoyennes à l'échelle nationale, c'est quand même, à mon avis, relativement dérisoire tant qu'il n'y a pas une politique commune forte en Europe, et d'autre part, pour faire quel type d'affrontement? Alors, on va évoquer une autre façon de s'engager avec vous, Anna, qui permet de ne pas éventuellement passer par la case armée. Oui, en plaçant son épargne dans la défense. La Banque publique d'investissement BPI France a lancé donc un fonds spécial défense. C'était à la mi-octobre et sa particularité, c'est qu'il est accessible aux particuliers comme vous et moi, sur les modalités maintenant, 500 € d'apport minimum, 500 000 € maximum. Les sommes investies sont obligatoirement bloquées pendant 5 ans et BPI assure un rendement net par an de 5% avant impôt. L'objectif, c'est de récolter au total 450 millions d'euros qui serviront à financer des petites et moyennes entreprises, mais aussi des start-up françaises qui sont spécialisées dans la cybersécurité, l'armement ou l'aérospatiale. Et début novembre, le fonds avait déjà collecté 10 millions. Nicolas Offenstadt, l'investissement dans la défense est une autre forme de patriotisme, peut-être plus rassurante, sans mettre sa vie en danger? Surtout, je dirais, elle est très classique historiquement, puisque dans tous les grands affrontements, évidemment, l'appel à l'épargne des citoyens était très important. On a tous en tête ces affiches de la mobilisation en 14-18 pour faire ramener des fonds. Il y avait des collectes, il y avait des journées qui étaient faites, qui avaient pour but soit pour aider les combattants qui avaient été blessés, soit pour soutenir la défense nationale. Donc c'est, je dirais, une action classique de la mobilisation, qui d'ailleurs rappelle effectivement qu'on est déjà dans une forme d'affrontement, puisque c'est au moment où, évidemment, où les guerres étaient les plus coûteuses financièrement, où l'économie était les plus sollicitées, qu'on lançait ces fameux bons de la défense nationale, ou ces formes de financement, mais il y avait sans cesse des appels à la citoyenneté pour justement que l'épargne des citoyens, en France, en Allemagne, aux États-Unis, bien sûr, pendant les 2 guerres mondiales, soutiennent la défense nationale, donc c'est finalement très classique. Aujourd'hui, ça prend évidemment des formes contemporaines. Alexandre Savinel, Général Trinquant disait qu'il n'y a pas assez d'argent, quand même 57 milliards d'euros pour 2026. Donc on met les moyens tout de même, ou pas suffisamment, par rapport à nos voisins, par exemple, européens? Par exemple, pour vous parler du service militaire obligatoire, il y avait eu une note en mars du Haut Commissariat au Plan qui essayait un peu de chiffrer justement cette demande. Pour un service militaire obligatoire, on serait sur 15 milliards. 15 milliards. Donc l'investissement paraît assez conséquent. On comprend pourquoi l'exécutif veut démarrer petit avec le service militaire volontaire. Et alors, on est dans une trajectoire où effectivement le budget des armées est en hausse. Elle l'est depuis 2017. On commence peu à peu à rattraper un retard qu'on a atteint depuis 1990 et les dividendes de la paix. Mais manifestement, il faut toujours continuer, d'autant plus qu'il y a toute une industrie de défense derrière, des commandes qui attendent, un écosystème qui doit être nourri et monté en puissance si jamais, là encore, l'armée veut avoir de la masse, pas seulement en termes d'effectifs, mais aussi d'équipement. Mais Général Trinquant, en même temps, pendant des années, là aussi, on nous a dit que la dissuasion nucléaire était un peu l'alpha et l'oméga
de notre armée, qu'on n'avait pas forcément besoin d'une défense civile en quelque sorte, c'est-à-dire des citoyens qui s'engagent. Et là, on nous dit plus là. Alors, non, la défense, la dissuasion nucléaire est le socle sur lequel la France est défendue. Vous parliez de l'Europe tout à l'heure, ça veut dire on ne s'intéresse pas aux gens qui seraient attaqués en Europe ? Non, l'armée française, elle est présente en Roumanie, elle est présente en Estonie. On défend l'Europe aussi et on la défend en étant présent. Pour suivre simplement, la France a commencé plus tôt à augmenter ses budgets, en 2017, mais moins fort. Ouais. Et s'il faut augmenter encore plus les budgets, puisqu'il faudrait une augmentation de 13%, ça va induire une forme de rigueur. D'autres secteurs risquent d'être sacrifiés. Les Français sont prêts à ça? Et c'est la question qu'on peut poser, on vous la pose, parlementaire, etc. Non, si vous me posez la question à moi, je dis oui, on a peut-être un modèle social sur lequel on doit réfléchir, parce que notre sécurité, c'est aussi la défense. Vous en pensez? Alors, j'irai sur un autre point. Je pense que le modèle social, au contraire, c'est une des forces du pays qu'il faut défendre, mais ça, c'est un débat politique. Par contre, là où je pense que vous parliez tout à l'heure du lien éducation nationale-armée, qui est un débat classique, de savoir où doit être formé le citoyen, il y a quand même un élément, moi, qui me frappe dans cette question. On parle de l'armée et de la défense, mais on voit bien que la Russie a des sympathisants en France, que Poutine a des gens qui ne trouvent finalement pas si désagréables que ça. Donc, je pense qu'un des éléments importants, c'est aussi une formation critique. Donc, c'est-à-dire que les grands discours sur la mobilisation militaire, s'ils ne sont pas accompagnés d'une éducation nationale qui a les moyens de former des citoyens critiques qui sont capables de se faire un avis sur la situation, qui ne sont pas soumis aux fake news, qui ont le temps, avec leurs professeurs d'histoire-géographie, d'éducation civique, d'être bien formés, ça me paraît un enjeu fondamental. On voit bien le trouble qu'il peut y avoir chez certains Français autour de la Russie, de Poutine. Vous souscrivez à ça, Alexandra Saviana? C'est toute la question autour de la bataille contre la désinformation, des fake news, vous l'avez dit. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des organismes comme Viginum, encore une fois. J'en parle souvent quand on évoque ces sujets-là, parce que je trouve que c'est quand même une agence assez remarquable qui, justement, de l'État, qui cible toutes les campagnes de désinformation étrangères, qui essaie de comprendre d'où ça vient. Et le but, c'est un peu sur le modèle finlandais, parce que nos voisins finlandais sont très avancés là-dessus, fournir l'antidote à la désinformation. Donc, non pas dire la vérité aux Français, mais lutter contre la guerre désinformationnelle. Mais voilà. Mais excusez-moi, mais ça peut être fait que si vous formez des citoyens critiques qui sont capables eux-mêmes de... Ça commence à l'éducation nationale. Voilà, c'est à l'école. Merci. À tous les trois. Non, mais c'est le mot de la fin et vous êtes tous d'accord sur cette chose, donc c'est remarquable. Merci infiniment d'avoir participé à ce débat. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. On va évoquer le 3e jour de grève générale en Belgique contre les mesures d'économie voulues par le gouvernement et la diplomatie du sushi actionnée par Taïwan pour soutenir le Japon, sanctionné récemment par la Chine. Mais d'abord, le mot vedette du jour, enfin de l'amour, quoi. Le baiser, comme le contact de deux muqueuses buccales, et la trace du premier baiser, oui je précise, entre primates remonterait à 21 millions d'années. Ça nous rajeunit. Le premier baiser sur la bouche. Le baiser, le palot l'appelle la galoche. Le baiser sur la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Baiser, du latin basiare, embrasser avec la bouche, désigne l'action de poser ses lèvres sur quelque chose ou quelqu'un en signe de respect, de réconciliation, de reconnaissance, de piété, de désir ou d'amour. Selon une étude de l'université d'Oxford publiée le 19 novembre, le premier baiser pourrait remonter à 21 millions d'années. Ingrid Bergman avait sa définition du baiser, une jolie astuce conçue par la nature pour faire taire les mots lorsqu'ils deviennent superflus. Les chercheurs anglais ont la leur, une interaction non agonistique impliquant un contact oral-oral dirigé et intraspécifique avec quelques mouvements des lèvres et sans transfert de nourriture. Les experts du palo au paléo ont croisé les données comportementales des primates galocheurs avec l'arbre généalogique de l'espèce, puis recouru à un modèle statistique. Loin d'une invention culturelle humaine récente, le baiser est un trait ancien ancré dans notre biologie. Même nos cousins néandertaliens à gros sourcils échangeaient des baisers. À l'Antiquité, le baiser romain prend 3 formes. Le basium, bisou intrafamilial, gage de paix et de respect, puis signe de foi jusqu'au XIe siècle chez les chrétiens. L'osculum, entre gens de même rang, comme les sénateurs, puis chez certains satrapes du XXe siècle, et le bien nommé suavium, le juteux baiser des amants échangé avec la langue.
Révéré par la poésie du XVIe siècle, popularisé par Hollywood, le suavium est une charge libido-atomique. Effectué dans les règles de l'art amoureux, ce baiser fatal mobilise un régiment de 19 muscles, dont 17 pour la langue, et bombarde les corps d'ocytocine et dopamine, hormones d'amour, de plaisir et d'envie. Kiss kiss, bang bang. Un petit suavium. Bon, dégoulinant. Rebonjour Marie Bonisseau et Xavier Bauduit. Alors Xavier, lors de vos chroniques, à tous les deux, et avec vous, on part en Belgique. Oui. 3 jours de grève générale, le dernier jour c'était aujourd'hui, pour s'opposer aux mesures d'économie du gouvernement. Et vous revenez, ce n'est pas une vieille blague belge, mais une vieille grève belge. Oui, Elisabeth, le 18 mars 1886 éclate une grève dans la région de Liège, en Belgique. Alors, c'est la crise économique, les conditions de vie, les conditions de travail dans les bassins miniers, les bassins industriels sont déjà difficiles, mais alors là, c'est absolument terrible. On peut dire qu'une partie de la population est plongée dans la misère, quand au même moment, d'autres s'enrichissent, et là, des inégalités qui deviennent vraiment insupportables. Un mouvement qui prend donc de l'ampleur, qui touche le Hainaut, c'est la région, la province frontalière avec la France. Un mouvement très violent, ça tourne à l'émeute, la répression est terrible, il y a plus d'une dizaine de morts. Avec quelles conséquences, Xavier ? Pas grand-chose pour les travailleurs, les travailleuses. En tout cas, les autorités sont surprises vraiment par ce mouvement et puis promettent de porter une attention particulière à la question sociale. Mais c'est pas vraiment qu'économique cette histoire-là, c'est aussi politique. Comment le monde ouvrier est-il représenté ? Parce qu'à ce moment-là, en Belgique, le suffrage est censitaire, c'est-à-dire que seuls ceux, ce sont les hommes qui votent, qui payent le cens, l'impôt, peuvent participer aux élections. C'est-à-dire qu'une grande partie de la population est écartée. Donc, quand en 1893, la Chambre constituante, qui doit réécrire la loi fondamentale, travaille sur cette construction d'une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle constitution, il y a beaucoup d'espoir. Le suffrage universel, enfin. Sauf que le 11 avril 1893, la décision tombe. Pas de suffrage universel. Et là, du tac au tac, le même jour, le Parti ouvrier belge appelle à la grève générale. La Belgique se soulève, un mouvement vraiment violent qui fait d'ailleurs peur au Parti ouvrier belge qui décide très vite de calmer le jeu, de négocier. On y va calmement. Et est-ce qu'ils ont gagné, les grévistes ? Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a le suffrage universel, c'est-à-dire que tout le monde peut voter. Non, parce que c'est le vote plural. Le vote plural, qu'est-ce donc ? Eh bien, ça signifie que certains individus disposent de plusieurs voix, peut voter 2 fois, 3 fois, 4 fois, selon son niveau de fortune, selon les diplômes dont on dispose. Eh bien, ce vote plural est maintenu en Belgique jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette histoire-là, c'est l'ampleur des mouvements sociaux en Belgique, que ce soit économique ou que ce soit politique. C'est très précoce. Et d'ailleurs, ça surprend ailleurs en Europe. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut ces Belges à se soulever ? Vous voyez, on est vraiment aux prémices de l'application de l'idée de grève générale. Et donc, au moment de la conquête des droits sociaux ou de la défense des droits sociaux, on voit que les Belges sont prêts à se battre. Donc, ils sont prêts à se friter, bien sûr. Oh oui, fallait le faire. Il fallait le faire, mais ça tombait sous le sens. Merci, Mauduit. Oui. Alors, après la frite, le riz, du riz cru. Depuis ce week-end, les Taïwanais se ruent sur les plateaux de sushi, du riz cuit, évidemment, pour montrer leur soutien au Japon. Oui, face à la Chine. Exactement, c'est la géopolitique du ventre. Vous allez voir, dans la région, c'est assez courant. Alors, je commence par vous raconter l'embrouille et puis ensuite, on va manger du poisson cru. Depuis un peu plus d'1 mois, le Japon a une première ministre qui s'appelle Sanae Takaichi. C'est une ultranationaliste, disciple de feu Shinzo Abe. Et elle a osé briser un tabou en déclarant publiquement devant son Parlement que si la Chine essayait de prendre le contrôle de l'île de Taïwan, qui est à 110 petits kilomètres du Japon, l'armée japonaise pourrait riposter. Plus 10 000 degrés dans la marmite diplomatique, parce que la Chine considère que Taïwan, qui est pourtant une démocratie autonome, comme faisant partie intégrante de son territoire. On entend alors des noms d'oiseaux. Un consul chinois a carrément menacé de couper la tête immonde de la première ministre japonaise. Il a rapidement retiré ce tweet très très violent. Et puis surtout, concrètement, Pékin, ça c'est la classique, a envoyé des navires militaires patrouiller à côté du Japon, et puis a restreint les importations de fruits de mer japonais vers la Chine. Guerre économique. C'est pour ça que, pour remercier le Japon de son soutien, mais voilà, tout le gratin politique taïwanais s'est mis à se filmer en train de manger gaiement des sushis. Ici, par exemple, vous voyez le président taïwanais
qui est avec un plateau de Saint-Jacques et de poissons à queue jaune pêchés au Japon. C'était ce week-end. Et alors, c'est pas un geste anodin parce que Taïwan, depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima, c'était quand même il y a presque 15 ans, mettait encore des barrières à l'import des fruits de mer japonais. Là, c'est fini. À l'époque, les barrières. Mais voilà. Non, c'est sushi pour tous. Dans les supermarchés japonais, Lopia, c'est une chaîne qui est présente à Taïwan. Vous voyez, maintenant, il y a des promos depuis quelques jours sur des plateaux de sushi. Ils ont même dessiné le président taïwanais, voilà, pour célébrer l'amitié entre les deux peuples. On parle de fruits de mer de la démocratie, de pétoncle de la liberté. Je vous mettiez ça sur ma tombe, je trouve ça très émouvant. Bref, et je vous le disais au début, c'est du déjà vu, mais alors dans l'autre sens. Il y a quelques années, en 2021, à l'époque, Pékin faisait pression sur Taïwan et ils avaient arrêté d'importer les ananas taïwanais. Et qu'avait fait Shinzo Abe, le japonais, en soutien? Il s'était pris en photo, tout sourire, avec des ananas de Taïwan. Quand il meurt assassiné l'année suivante, à Taipei, à Taïwan, donc, il y a un mur d'hommage qui est dressé pour Shinzo Abe, cet ami de l'île, et on a retrouvé quoi? Des ananas dessinés, preuve que ça avait touché les Taïwanais. Voilà, il ne reste plus qu'à trouver des maquis aux ananas. Bonne idée. Fusion. Voilà, nourriture fusion. C'est ça. Excellent. Merci de votre fidélité. Demain, pas de sushi à 20h05. Tchuss, bis morgen.